Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Jeudi Actu. Aujourd'hui, nous allons parler du vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur l'immigration, en relation avec le thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières. Nous allons ensuite parler de la COP28 sur l'écologie, en relation avec le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. Enfin, nous parlerons de l'affaire Alexandra Skotchenko, en relation avec le thème 4, s'informer, en regard critique sur les sources et modes de communication. Le vote sur le projet de loi sur l'immigration, en relation avec le thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières. Ce projet de loi a été porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français. Le projet de loi avait pour but de répondre au manque de main-d'œuvre dans certains domaines en facilitant l'accès au travail pour les étrangers, faciliter l'éloignement des étrangers représentant un danger pour le pays, créer des espaces France-Asile qui rassemblera en un même endroit plusieurs services pour l'immigration, et finalement faciliter la mise en contentieux des étrangers. Le projet de loi est d'abord passé au Sénat, qui l'a modifié avant de l'accepter, en instaurant des quotas migratoires, un durcissement des conditions du regroupement familial et ont modifié certains articles sur l'accès au travail. Ils ont donc en général restreint l'accessibilité à la nationalité française et renforcé les dispositions sur l'intégration. Enfin, ils ont facilité l'expulsion de certaines catégories d'immigrants. Le projet de loi a été débattu pendant près d'un an avant d'arriver à l'Assemblée nationale. C'est enfin ce lundi à 16h qu'Elisabeth Borne a donc réuni les députés à l'Assemblée nationale pour débattre du projet de loi, ainsi que de la motion de rejet proposée par le groupe écologiste. L'Assemblée nationale a finalement rejeté le projet de loi en adoptant la motion de rejet en première lecture du projet, refusant ainsi de débattre dessus. Il y a eu 270 voix pour la motion de rejet et 265 votes contre. En effet, une coalition entre la gauche, l'extrême droite et la droite s'est formée contre le projet de loi, pour des raisons différentes malgré tout. Suite à cet échec, Gérald Darmanin a déposé sa démission, qu'Emmanuel Macron a refusée. Ce mardi matin, Emmanuel Macron a finalement réuni plusieurs ministres pour discuter l'avenir du texte. Le gouvernement a finalement décidé de convoquer une commission mixte paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs afin de trouver un accord sur un texte final, qui sera ensuite soumis au vote des deux chambres. Cette deuxième actualité est en lien avec le thème de analyser les dynamiques des puissances internationales. Du 30 novembre au 12 décembre 2023, la COP28 eut lieu. Tout d'abord, une COP signifie une conférence des parties. Il peut porter sur la biodiversité, la lutte contre la désertification ou, pour la plupart, sur les changements climatiques. Elle favorise un échange d'informations stratégiques et stimule une certaine mobilisation de la société civile. La COP28 qui s'est passée récemment a eu lieu à Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis qui sont les organisateurs. Tous les États membres de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques étaient présents. Ils avaient deux buts principaux. Rédiger un bilan des progrès réalisés en respectant les accords de Paris et définir un plan d'action par toute la communauté globale pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'émissaire américain John Kerry aurait manifesté que la COP28 est la dernière COP où nous aurons la chance d'être capables de maintenir en vie le 1,5 degré Celsius des accords de Paris. En effet, trois enjeux ont été débattus. Le futur rôle des énergies fossiles, les énergies renouvelables et le financement de ces dernières. Il faut d'abord savoir que 2 tiers d'émissions de gaz à effet de serre sont produites par les énergies fossiles. Comme l'a dit le journal LCI, chaque parti a une position diamétralement opposée. En effet, l'Union européenne et d'autres membres veulent réduire la consommation d'énergie fossile. De l'autre côté, les États-Unis ne souhaitent pas ces arrêts. Cependant, ils ne sont pas contre l'idée d'arrêter le charbon pour soi-disant embêter la Chine. Finalement, les pays du Golfe Persique sont les plus grands producteurs des énergies fossiles. Ce sont des mannes financières immenses. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas réduire les énergies fossiles. De plus, les pays émergents remarquent le développement des pays déjà développés. Ils veulent à leur tour utiliser ces énergies fossiles pour finir leur émergence et sont alors contre ces arrêts. Pour les énergies renouvelables, les participants sont principalement tous d'accord. L'Union européenne, les États-Unis et la présidence des Émiratis déclarent tripler les capacités d'énergie renouvelable. Par contre, les ONG craignent que la question sur le pétrole et le gaz soit contournée et pas répondue. Finalement, les pays émergents veulent un financement des énergies renouvelables venant de la part des pays responsables du réchauffement climatique.
Ces derniers se méfient des destinataires et prétendent vouloir être certains que les fonds atteindront bien les pays en développement. À la fin, un texte de compromis a été proposé par le sultan Al-Jaber, président de cette COP28. Ce récit laisse la liberté aux États membres de choisir leur méthode pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il ne fixe, ceci dit, aucune date de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, comme l'ont demandé certaines ONG. John Kerry dit même qu'il s'agit d'une guerre pour notre survie. Maintenant, je vais vous parler de l'affaire d'Alexandra Skocilenko, qui s'appuie sur le thème 4, s'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. Le 31 décembre 1999 fut une date marquante pour la Russie. En effet, c'est le jour où Boris Eltsine, président russe, démissionne et désigne comme successeur son premier ministre, Vladimir Poutine, ancien agent du KGB. Pendant 20 ans, Poutine est considéré comme chef d'État russe et n'a jamais quitté cette position. En effet, il se maintient au pouvoir par le biais de présidents qu'il contrôle. Mais, en 2020, il propose une révision de la Constitution lui permettant ainsi de rester au pouvoir au-delà de son mandat présidentiel actuel, c'est-à-dire jusqu'en 2036. Cette proposition est votée et élue par référendum. C'est donc sous Poutine que la Russie se renforce en tant que régime autoritaire. En effet, entre les différentes réformes économiques, le renforcement de l'armée et son maintien au pouvoir, le président russe en a profité pour restreindre la liberté d'expression, pilier fondamental de la démocratie. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonce lors d'une allocution à la télévision le début de l'invasion russe. Cette décision fait de nombreuses vagues au sein de la population russe, mais toute forme de protestation est sévèrement réprimée. L'opinion publique est manipulée et les médias contrôlés par l'État. La justice n'est même plus considérée comme indépendante, mais sert les objectifs politiques du président. Alexandra Skocilenko est une artiste et musicienne russe née le 13 septembre 1990. Elle est connue pour son opposition assumée au dirigeant Vladimir Poutine ainsi qu'à la guerre en Ukraine de 2022. Le 31 mars 2022, elle est arrêtée par les forces de l'ordre pour avoir remplacé les étiquettes des prix de produits de supermarché par des messages comprenant des informations sur une frappe aérienne en Ukraine. Le 16 mars 2022, l'armée russe a en effet bombardé une école d'art à Mariupol, là où se trouvaient environ 400 personnes réfugiées. Une frappe que le président russe dément. Depuis son arrestation, Alexandra Skocilenko est maintenant en garde à vue avec l'incapacité de se nourrir correctement en raison de sa maladie de coéliaque qui la prive de certains aliments. Son procès s'est tenu le 16 novembre 2023 et, en vertu de l'article 207.3 du Code pénal russe, la jeune femme a été condamnée à 7 ans de prison ferme pour diffusion en connaissance de fausses informations sur les forces armées russes. Marie Strutter, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, qualifie cette décision d'injuste. Elle souligne le fait qu'Alexandra a été privée arbitrairement de sa liberté pendant 19 mois et qu'elle a subi une persécution pour s'être opposée pacifiquement à la guerre. Skocilenko n'est pas la première personne à avoir été jugée de manière injuste pour avoir milité contre la guerre en Ukraine. Plus de 750 personnes en Russie ont été poursuivies en vertu de l'article 207.3 et plus de 8000 ont été sévèrement sanctionnées pour discréditation des forces armées. Voici les sources que nous avons utilisées afin de réaliser une recherche. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons à la prochaine fois pour le prochain Jeudi Actu.